et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour animer cette première table ronde intitulée « La preuve des abus de marché entre AMF et juge pénal vers une convergence ». Avant d'introduire cette table ronde et de présenter nos intervenants, je voudrais vous donner quelques indications pratiques sur le déroulement notamment de cet après-midi. Vous allez pouvoir nous poser des questions à nos intervenants pendant toute la durée des tables rondes. Pour cela, rien de plus simple, un QR code va s'afficher sur l'écran derrière moi et vous pourrez donc le scanner et nous transmettre vos questions. Sophie Schiller, qui animera la deuxième table ronde, et moi-même assurons le relais de vos questions aux intervenants au fur et à mesure des débats. Deuxième information pratique, vous n'avez pas reçu le recueil de jurisprudence ni en version papier, ni sur clé USB cette année. Vous recevrez dès demain un lien vous permettant d'y accéder dans sa version mise à jour de la jurisprudence 2024, via un site sécurisé. Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Vous le savez, le contentieux des abus de marché se déroule devant la commission des sanctions de l'AMF ou devant le juge pénal. Si les faits poursuivis sous la désignation d'abus de marché sont identiques, on parle d'opérations d'initiés, de manipulation de cours, de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, les moyens de preuve et les logiques de raisonnement peuvent être distinctes. Alors, quelles sont les différences entre enquête pénale et enquête à l'AMF? Comment se déroule ce recueil de preuves? Le standard de preuve est-il identique ou quelles sont les différences? Quelle est la place de la méthode du faisceau d'indices à l'AMF devant les juridictions pénales? Quelle valeur probante accordée aux traces numériques? Quel est l'impact de ces nouveaux modes de preuve dans la démonstration des abus de marché? Voilà une liste non exhaustive de questions que suscite ce thème et auxquelles nos intervenants vont tenter de répondre cet après-midi. Sans plus tarder, j'ai donc le plaisir d'accueillir nos intervenants. Marie-Annick Darnis-Lorca, vous êtes directrice des enquêtes de l'AMF, bienvenue. Muriel Goldberg-Darmon, vous êtes avocate associée au sein du cabinet Cohen & Gresser, bienvenue également. Et Jean-Christophe Michard, vous êtes vice-procureur de la République financier au parquet national financier, bienvenue. Alors, pour couvrir ce sujet de la preuve des abus de marché, je parle peut-être trop près du micro, on identifie donc aisément deux étapes qui ont été d'ailleurs tout à l'heure introduites par Madame la Présidente de la Commission des sanctions. Ces deux étapes qui suscitent des interrogations quant à la convergence ou à la divergence entre procédures administratives et pénales. Je parle d'abord de l'étape de la collecte des preuves, l'étape des investigations, et puis ensuite de l'étape de l'administration de la preuve et donc du jugement. Alors, pour initier le débat sur la collecte de la preuve, je me tourne vers vous, Marie-Annick Darnis-Lorca. Est-ce que vous pouvez nous présenter, alors évidemment de manière assez synthétique, le cadre des pouvoirs de l'AMF en matière de collecte de preuves? Bonjour à tous. Donc, s'agissant des pouvoirs des enquêteurs de l'AMF, on peut citer les principaux. Alors, le premier qui est exercé je dirais, au quotidien par les enquêteurs de l'AMF, c'est évidemment le droit de communication qui leur permet d'obtenir de toute personne les éléments qu'ils jugent utiles à l'enquête. Il y a aussi le pouvoir de demander la conservation de certains documents, et notamment, on peut souligner que les acteurs qui sont régulés par l'AMF, les sociétés de gestion de portefeuille et les autres PSI, doivent conserver tous les enregistrements de tous les services qu'ils fournissent et de toutes les transactions qu'ils effectuent. Il y a aussi un pouvoir de visite dans les locaux professionnels, donc c'est un pouvoir qui est aussi fréquemment exercé par les enquêteurs de l'AMF, les visites étant quasi exclusivement réalisées de façon inopinée en matière d'enquête. Je précise qu'il nous arrive de plus en plus souvent, quand bien même nous faisons des visites,
d'exercer concomitamment notre droit de conservation des données, puisque souvent, pour des raisons techniques, il est difficile de repartir avec les données que nous recherchons, notamment les boîtes de messagerie professionnelle, pour des raisons techniques et de collecte de ces données. Donc il arrive qu'à l'occasion de la visite, nous procédons à la conservation, nous nous assurons de la conservation des données pour assurer l'intégrité des données, et nous fournissons ensuite une méthodologie à la société qui est visitée, à la personne morale, pour qu'elle fasse l'extraction de ces données. Je me permets d'insister sur la nécessité pour les acteurs de bien respecter la méthodologie qui est fournie, puisqu'ensuite il y a tout un processus de revue qui est réalisé en interne par la cellule d'investigation numérique de la direction des enquêtes, qui va s'assurer que la méthodologie et la piste d'audit ont bien été respectées, sont conformes à ce qu'on attendait. Et si jamais il y avait des erreurs ou si on peut relever des problèmes dans la coopération aussi, ce sont des mentions qui seront rapportées à la hiérarchie et qui devront figurer dans le rapport d'enquête. Donc c'est vraiment important que cette méthodologie soit respectée. Donc l'exercice du pouvoir de visite et de conservation, et puis on a aussi un pouvoir d'audition. Donc en complément de ces pouvoirs, il existe d'autres pouvoirs qui sont cette fois-ci réservés aux enquêteurs dans les enquêtes qui portent sur les abus de marché, c'est-à-dire les manquements les plus graves qui, comme cela a été rappelé, peuvent faire l'objet de qualifications pénales. Donc il y a les visites domiciliaires. Les visites domiciliaires, elles doivent faire l'objet de l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention sur la base d'une requête signée par le secrétaire général de l'AMF. Il y a des garanties qui sont renforcées par rapport aux visites sur pouvoir propre, puisque les enquêteurs de l'AMF sont accompagnés d'un officier de police judiciaire et il y a possibilité de faire des recours autonomes sur ces actes. L'avantage des visites domiciliaires en termes de pouvoir pour les enquêteurs, c'est qu'elles leur permettent d'une part de se rendre dans des domiciles privés et d'autre part d'exercer un pouvoir de saisie et de saisir les données. Et l'autre pouvoir complémentaire qui est réservé aux enquêteurs pour les abus de marché, c'est l'accès aux données de connexion. Donc on parle parfois en parlant des FADET, qui sont collectées auprès des opérateurs téléphoniques. Donc ça a été rappelé, ça fait l'objet d'un contentieux pour définir le cadre juridique applicable et surtout confirmer que les enquêteurs de l'AMF peuvent avoir accès à ces données de connexion. Donc ça a fait l'objet d'une décision de la CJUE du 6 octobre 2020, d'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2023 et également d'une décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023. Donc les enquêteurs peuvent accéder à ces données de connexion après un certain nombre de garanties soient appliquées. Tout d'abord, il y a des injonctions qui sont envoyées par la présidente de l'AMF aux opérateurs téléphoniques pour qu'ils conservent ces données pour les besoins des enquêtes de l'AMF. Et ensuite, l'accès à ces données par les enquêteurs doit être autorisé par un contrôleur des demandes de données de connexion. Donc, s'agissant de l'AMF, nous avons un magistrat du Conseil d'État et un magistrat de la Cour de cassation qui sont habilités à nous autoriser, ou pas, selon les demandes, à accéder à ces données. Voilà pour un panorama rapide des pouvoirs. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Jean-Christophe Michard. Peut-être, est-ce que vous pouvez également nous poser ce cadre de la collecte de la preuve en matière pénale et voilà, d'identifier si c'est identique à l'AMF ou s'il y a des spécificités qui concernent la procédure pénale? Avant de vous répondre, je tiens à remercier Madame la Présidente de la Commission des sanctions et l'AMF pour son invitation. Donc, je représente le procureur de la République financier aujourd'hui. Avant de vous répondre également, quelques rappels sur les compétences du parquet national financier, qui a hérité du monopole du parquet de Paris sur les délits boursiers. Donc, il s'agit des atteintes à la transparence des marchés ou abus de marché, les délits d'initiés, les manipulations de diverses catégories d'actifs, jusqu'à une époque très récente, essentiellement les instruments financiers, mais également les cryptoactifs, depuis une ordonnance du 15 octobre 2024, les contrats au comptant sur matières premières ou les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour répondre plus directement à votre question, le cadre procédural privilégié par le PNF, c'est celui de l'enquête préliminaire, qui lui permet d'une part de conserver la direction des investigations, d'autre part de déterminer, comme il l'entend, le périmètre de son dossier, contrairement à l'information judiciaire.
Celle-ci reste néanmoins nécessaire dans de nombreuses situations. Je retiendrai deux situations, les deux situations les plus symptomatiques, lorsque des auteurs sont localisés à l'étranger et lorsqu'il y a nécessité de mettre en œuvre des mesures coercitives sur les personnes. Lorsque nous avons des indices que les abus de marché aient été commis en bande organisée, l'enquête préliminaire permet, en plus des outils classiques de l'enquête que sont la réquisition, la garde à vue, la perquisition, etc., de recourir à des techniques supplémentaires, interception de correspondance, techniques spéciales d'enquête que sont la sonorisation, l'infiltration, l'activation à distance des appareils électroniques mobiles, la captation des données informatiques, donc des moyens coercitifs très clairement. Par rapport à l'AMF, par rapport aux moyens d'enquête de l'AMF, le recours à la garde à vue, ces interceptions téléphoniques et les techniques spéciales d'enquête que j'évoquais à l'instant, constituent des spécificités. Elles constituent des moyens d'enquête plus coercitifs, je l'indiquais, qui permettent, au moins en théorie, d'accéder à des moyens de preuve plus difficiles à obtenir par des moyens classiques. J'ajoute que l'information judiciaire que j'évoquais également, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction a en outre des possibilités qui peuvent influer directement sur le recueil des preuves, à savoir la possibilité de placer sous contrôle judiciaire tant les personnes morales que les personnes physiques et de leur imposer un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Interdiction de contact, interdiction d'exercice d'une activité particulière, cautionnement, etc. Ce sont des obligations prononcées à titre temporaire dans le cadre de la procédure, mais qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, que les acteurs doivent avoir en tête dans les choix stratégiques qu'ils peuvent faire. Lorsque le risque de fuite, de réitération d'une infraction ou de concertation ou de disparition de preuves est jugé particulièrement élevé, il sera également possible de placer en détention provisoire les personnes physiques mises en examen. S'agissant des services d'enquête, j'en parle rapidement. Le PNF s'appuie sur des services d'enquête spécialisés. En matière financière, il n'y a pas de service d'enquête ayant une compétence spécifique en matière boursière. Ça changera peut-être justement avec la proposition de loi qui est évoquée. Ces services d'enquête sont l'OCLIF, l'ONAF, l'Office national antifraude, la section de recherche de Paris et la BFAC, qui est le nouvel acronyme pour la brigade financière. Il est également évident pour le recueil des preuves de solliciter les services de l'AMF dans divers cadres sur lesquels on va revenir par la suite, puisque l'AMF a évidemment la connaissance la plus technique sur les sujets que nous abordons. Pour conclure ce premier chapitre, je rappelle que l'objectif du PNF, c'est de cibler le haut du spectre de la délinquance financière, qui dispose de moyens importants et de la capacité à opérer depuis l'étranger. Pour s'y attaquer efficacement, il est nécessaire de mobiliser des moyens d'enquête au plus près, temporellement parlant, des infractions qui se commettent, de faire des choix et donc de renoncer parfois à certains axes d'enquête, d'être très investi sur les demandes d'entraide pénale internationale lorsqu'elles sont nécessaires et également très offensif sur les saisies patrimoniales au cours de l'enquête. Merci beaucoup. Alors, on a bien compris du coup le cadre applicable en matière administrative, en matière pénale. Et donc, la question que nous nous posons là maintenant, mais vous avez commencé à l'indiquer, c'est de savoir si l'AMF et le PNF agissent de manière indépendante ou s'il y a une certaine coopération pendant l'enquête. Peut-être qu'on peut commencer par l'AMF et vous, Mariannick. Oui, alors je dirais que ça dépend évidemment des enquêtes et des faits qui peuvent être révélés à l'occasion de nos investigations. Le premier élément peut-être à rappeler, c'est que l'AMF est tenu de signaler les faits qui peuvent être susceptibles d'infraction pénale au parquet. C'est prévu à l'article 621-20-1 du CMF. Si l'AMF acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle doit en donner avis sans délai au procureur de la République. Donc c'est avant tout une obligation. Et donc lorsque, à l'occasion de nos enquêtes, nous détectons des faits susceptibles de qualification pénale, nous en informons, nous faisons un signalement. Donc dans la grande majorité des cas, c'est un signalement au parquet national financier,
puisqu'il s'agit d'abus de marché et d'infractions connexes à des abus de marché. Ça peut être notamment des suspicions de blanchiment ou d'abus de biens sociaux en plus des abus de marché. De façon plus marginale, moins fréquente en tout cas, ça peut être aussi des signalements à d'autres parquets si le PNF n'est pas compétent. Et donc il arrive qu'à l'issue de ces signalements, le PNF décide d'ouvrir une enquête préliminaire. Donc je dirais que c'est un premier moyen de coopération, c'est collecter les éléments et mettre en forme les faits et les éléments que nous avons collectés sous la forme d'un signalement avec des propositions, en tout cas des suspicions sur des infractions pénales. Donc c'est vrai que c'est sûrement une activité de la direction des enquêtes qui est moins visible, je dirais, du grand public, puisqu'elle ne fait pas l'objet de décision de la commission des sanctions. On peut relever qu'on a, ces dernières années, ces signalements ont abouti à des enquêtes pénales et à des décisions du tribunal correctionnel de Paris, la 32e chambre, sur 2 dossiers de manipulation de cours de type bouilloire, donc dite aussi pump and dump, où les personnes suspectes ont été sanctionnées par le tribunal correctionnel. Donc, dans cette coopération, je dirais que c'est un premier cas de coopération avec le PNF, c'est qu'il peut s'agir de coopération en fonction du profil des personnes qui sont suspectées. Ça peut être des personnes qui ont déjà été sanctionnées par la commission des sanctions à plusieurs reprises et pour lesquelles il semble nécessaire d'avoir recours non seulement au pouvoir dont disposent les autorités judiciaires, mais aussi à la sanction pénale s'agissant d'infractions les plus graves. Donc ces 2 décisions qui avaient fait l'objet de communication de l'AMF en mai 2023 et en décembre 2023 donc du tribunal correctionnel de Paris. Le second axe de coopération particulièrement étroit avec le PNF, c'est ce qu'on a commencé à évoquer, c'est la nécessité d'avoir des pouvoirs pour collecter des preuves dont les enquêteurs de l'AMF ne disposent pas. On l'a évoqué, les pouvoirs de garde à vue, de mener des perquisitions, de faire des interceptions téléphoniques qui sont nécessaires dans certains cas. Donc on peut mentionner le travail qu'on fait avec le PNF sur ce qu'on appelle les réseaux d'initiés. Donc c'est un sujet sur lequel l'AMF a communiqué à plusieurs reprises ces derniers mois. De quoi parle-t-on avec les réseaux d'initiés? Ce sont des groupes d'individus qui s'organisent pour obtenir de façon répétée et illégalement des informations privilégiées qui portent sur des émetteurs, sur des sociétés cotées pour les utiliser à la veille d'annonces qui vont être faites au marché comme des annonces d'offres publiques. Donc c'est un phénomène qui nous préoccupe, c'est un phénomène international qui semble prendre de l'ampleur. Et donc les montants en jeu sont aussi très importants et donc il est nécessaire d'avoir une répression efficace. Et pour cela, il faut avoir recours à des pouvoirs que les enquêteurs de l'AMF n'ont pas. Donc dans ces dossiers-là aussi, évidemment, il y a des signalements qui sont faits au parquet national financier. Et ensuite, il y a une coopération qui peut s'installer avec le parquet national financier en fonction des différents dispositifs qui sont aujourd'hui prévus dans la loi, pour n'en citer que 2 qui seront peut-être développés par M. Michard. C'est la possibilité qu'a le PNF de faire des demandes d'avis à l'AMF, et l'AMF va répondre à cette demande d'avis en utilisant son expertise en la matière, et également à répondre à des réquisitions qui peuvent être envoyées par le PNF à l'AMF et qui vont par exemple qui vont constituer à demander à l'AMF les pièces qu'elle aurait pu collecter à l'occasion de son enquête. Merci. Alors je me tourne vers vous pour avoir votre point de vue aussi sur cette coopération entre le parquet et l'AMF. Si vous avez des éléments à compléter. Alors, je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui vient d'être dit. Alors, cette coopération, elle découle de la procédure d'aiguillage, mais même en amont, elle découle de la symétrie des textes. On a des textes pénaux et administratifs qui sont directement inspirés, voire qui sont ces textes-là. Le règlement MAR du 16 avril 2014. Alors, Monsieur le Premier Président a évoqué également la directive du même jour relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché. Et cette directive, elle évoque dans ses considérants la nécessaire complémentarité entre les manquements faisant l'objet de sanctions administratives et les délits pénaux. Donc, je vais citer un seul de ces considérants.
L'établissement d'infractions pénales, au moins pour les formes graves d'abus de marché, établit des frontières claires pour certains types de comportements qui sont considérés comme particulièrement inacceptables et adresse au public et aux auteurs potentiels le message que les autorités compétentes prennent très au sérieux ces comportements, d'où la nécessité d'avoir des délits pénaux et cette complémentarité. On a évoqué la procédure d'aiguillage, et cette procédure d'aiguillage, elle implique nécessairement qu'il y ait un dialogue entre autorités judiciaires, parquet national financier. Je rappelle très rapidement cette procédure. Pour synthétiser et simplifier, chaque autorité, quand elle a terminé son enquête, doit informer son homologue de son intention d'initier une poursuite, ce qui ouvre un délai à l'autre autorité pour se positionner et éventuellement former un recours devant le procureur général de la Cour d'appel de Paris, qui tranchera le cas échéant. Alors c'est une situation pour l'instant théorique, puisqu'avec un peu plus de 90 procédures d'aiguillage, le procureur général de la Cour d'appel de Paris n'a jamais été, enfin la procureure générale de la Cour d'appel de Paris en l'occurrence, n'a jamais été saisie. Alors je sais que ce chiffre suscite souvent les interrogations du public et notamment des avocats. Ce n'est pas parce qu'il y a de la timidité ou de la crainte de part et d'autre. Non, c'est tout simplement parce que, pour deux raisons. Premièrement, nous partageons une grille d'analyse des situations. Et deuxième point, c'est parce que nous évoquons les dossiers en amont, bien en amont de la procédure d'aiguillage. Sur la grille d'analyse, ça aussi c'est un élément qui intéresse du côté de la défense. Cette grille d'analyse partagée qui ne fait pas l'objet de lignes directrices, mais qui peut être rendue publique dans le cadre de ce type d'événement, ce sont les suivants. L'importance du montant de l'avantage retiré du délit, lorsque cet avantage est déterminable, l'existence d'infractions pénales connexes, notamment corruption privée, les antécédents administratifs ou judiciaires des mises en cause, la nécessité de procéder à des investigations complémentaires que Madame la directrice évoquait, la notoriété, alors négative ou positive, des mises en cause ou du dossier. Ça, ce sont des facteurs qui vont conduire à retenir plus facilement la compétence du PNF. Je le disais, nous évoquons les situations en amont de la procédure d'aiguillage et même, je dirais, à de multiples occasions. Il faut que voilà, c'est pas un secret du tout. Les textes nous permettent d'échanger, de coopérer et de partager des informations. Pourquoi nous faisons cela? Justement pour anticiper les difficultés, justement, dans des investigations et alors, s'agissant de deux autorités indépendantes, il faut bien entendre ce mot, de co-construire le choix des poursuites. Les situations sont évoquées au cours de réunions semestrielles, AMF-PNF, de réunions spécifiques à certaines enquêtes et au sein de la task force que vous évoquiez sur les réseaux d'initiés, qui est pilotée par une autre collègue du parquet national financier. J'insiste un petit peu sur ce point puisque c'est un point d'attention de l'AMF et du PNF. Ont été identifiés, s'agissant de ces réseaux d'initiés, des comportements qui sont tout à fait analogues à ceux de la criminalité organisée. D'où la nécessité de collecter du renseignement et d'où la nécessité aussi de recourir aux techniques spéciales d'enquête qu'on évoquait. De manière plus prosaïque, procéduralement, la coopération se traduit par des transmissions de pièces d'une procédure à l'autre, par les demandes d'avis, les réquisitions, par l'appui également des enquêteurs de l'AMF au cours d'opérations de perquisition ou au cours d'auditions de suspects requis en tant que sachants pour les besoins de la cause. Merci. Alors évidemment, on a envie de se tourner maintenant vers la défense pour avoir votre réaction à ces propos et notamment savoir comment est-ce que vous, avocate, vous ressentez cette coopération, comment vos clients l'aperçoivent également. Bonjour à tous et tout d'abord, encore une fois, merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole pour la défense aujourd'hui, qui va devoir un petit peu se défendre face à vos propos. Je suis d'abord ravie d'être là et d'avoir entendu, j'ai envie de dire enfin, cette grille d'analyse qu'on aimerait bien voir un petit peu plus développée, parce que je dois avouer que, même si tout cela se passe très bien, du côté de la défense, cette coopération paraît quand même très floue. On ne voit pas bien
il existe pour nous une certaine incertitude, on va dire, quant aux modalités concrètes de la coopération entre l'AMF et l'autorité judiciaire. On la voit très bien dans l'aiguillage, le texte est très clair, et là vous venez de nous donner une grille que nous n'avons pas eu forcément jusqu'à maintenant aussi clairement. Néanmoins, dans la pratique, les pratiques effectives de la coopération, les textes applicables, les voies de recours disponibles demeurent pour nous fort peu lisibles. Dans une même affaire, on se retrouve aisément avec une personne mise en cause devant l'autorité judiciaire. On se rend compte que toutes les preuves viennent de l'AMF. On est en audition devant le juge d'instruction. Et là, on nous sort non seulement toutes les pièces de l'AMF, mais également un enquêteur de l'AMF qui vient poser les questions et aider le juge d'instruction. On ne sait pas exactement à quel titre et sur quel fondement, même si la logique, on la voit bien dans la bonne administration de la justice. Et derrière, comme le juge d'instruction ne comprend pas forcément très bien toute la pratique boursière, va demander un rapport à l'AMF. Et donc, on voit bien qu'elle existe, cette coopération, et elle est nécessaire, encore une fois, mais c'est vrai que de notre côté, on a un petit peu un mélange de genres et on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Et notamment quand le rapport de l'AMF met du temps à arriver au pénal, on se dit mais est-ce que j'appelle l'enquêteur à l'AMF ou est-ce que j'appelle le pénal pour savoir ce qui se passe? Et d'un point de vue pratique, ça donne significativement lieu à des allongements de délais d'enquête. Et d'une manière générale, quels sont les moyens de preuve que vous déployez dans le cadre de toute cette période de collecte de preuves? Alors, sur les collectes de preuves et les moyens de défense, on a fait le choix, parce que le sujet est évidemment extrêmement vaste, de revenir, compte tenu de l'actualité, sur les recours contre les perquisitions. C'est un sujet, on va prendre le terme perquisition, on va revenir, comme l'ont évoqué et Marie-Annick et Jean-Christophe, il y a différentes voies de recours et différents modes de saisie. Et donc, on va étudier les différentes voies de recours qui sont disponibles. D'abord, concernant les pouvoirs propres, comme Marie-Annick l'a évoqué, il y a tout d'abord les pouvoirs propres de l'AMF, qui sont sans pouvoir, on va dire, de coercition. Et là, il n'existe en fait pas de voie de recours contre les visites sur pouvoir propre. Les contestations, elles ne peuvent être faites en réalité que devant la commission des sanctions, c'est-à-dire une fois que, le cas échéant, une procédure de sanction sera ouverte. Donc, la défense, dans ce cadre, va, dès l'enquête, commencer, on va dire, à préparer, s'il y a lieu, son dossier et relever toutes les irrégularités, les incidents, les manquements de procédure, en formulant soit des observations dans les procès-verbaux, soit une contestation postérieure auprès des enquêteurs ou de leur hiérarchie. Les cas de contestation, encore une fois, qui seront portés devant la commission des sanctions, auront pour objet d'exclure du débat les pièces et éléments litigieux, voire même à demander l'annulation intégrale d'une procédure de sanction à l'égard d'un mis en cause, ce qui a déjà été le cas. Concernant les recours relatifs aux visites domiciliaires, donc comme évoqué, les visites domiciliaires, on le rappelle, sont faites par l'AMF avec autorisation du JLD sur demande donc motivée du secrétaire général de l'AMF. L'ordonnance du JLD, elle est notifiée donc au moment de la visite de l'occupant des lieux et peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours devant le premier président de la Cour d'appel afin d'en obtenir la nullité. Ce qui est intéressant aussi pour la défense, c'est que ce recours permet de consulter le dossier, c'est-à-dire en fait d'avoir accès à l'ensemble des pièces qui ont été produites par l'AMF pour motiver et obtenir l'ordonnance du JLD. Et il faut quand même savoir, parce que vous avez quand même besoin d'un petit peu d'informations de votre côté, qu'il arrive que la défense ne fasse des recours que pour obtenir ces pièces. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours grand-chose à dire contre ces recours. En revanche, on est très intéressé de savoir ce qui va nous être reproché et évidemment d'anticiper les étapes ultérieures. Dans ce cadre-là, il y a aussi le déroulé. Donc ça, c'est le recours contre la requête. Mais vous avez, pendant le déroulé, il faut savoir que donc, toute
cette visite domiciliaire se fait sous le contrôle du JLD, et donc la défense peut en demander à tout moment sa suspension ou son arrêt. La défense pourra ainsi informer le JLD de tout problème majeur dans le cadre de la visite et donc demander cette suspension. Pareil, si l'inventaire des pièces et les documents saisis présentent des difficultés lors de leur remise, elles seront placées sous scellé pour être discutées ensuite. Et encore, bien sûr, à la fin de la visite domiciliaire, la défense pourra demander les modifications du procès-verbal pour que celui-ci relate le déroulé correct de la visite et, le cas échéant, mentionner des réserves. La défense, c'est-à-dire les personnes mises en cause en l'occurrence, pourront refuser de signer le procès-verbal sans que cela, néanmoins, ne remette en cause sa validité. Comme pour les visites sur pouvoir propre, la défense devra documenter toutes les difficultés rencontrées pendant la visite et conserver les éléments pouvant être utiles à un recours ultérieur. En effet, il sera évidemment possible de former un recours judiciaire contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, toujours devant le premier président de la Cour d'appel. Ce délai de recours sera de 15 jours. Concernant cette fois-ci les perquisitions pénales, le régime n'a rien à voir. Donc je dirais qu'on a peu sur ces deux sujets de points de convergence. Comme l'a expliqué Jean-Christophe, on a dans ce type d'enquête les enquêtes préliminaires réalisées sous la surveillance du parquet. Et dans ce cas, la perquisition pourra être contestée uniquement après l'enquête, in limine litis, devant le tribunal correctionnel. En pratique, cette méthode permet quand même au parquet de réaliser une enquête préliminaire sans aucune difficulté et sans aucune interruption, justement, du fait des voies de recours éventuelles de la défense. Dans le cadre d'une information judiciaire dirigée par le juge d'instruction, la perquisition pourra là être contestée via une requête en nullité devant la chambre d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la mise en examen. Alors, soyons honnêtes ici aussi, en pratique, les recours contre ces perquisitions sont quasi systématiques. Je pense qu'on peut le dire. Et merci. Je n'ai pas entendu là dans les éléments des moyens de défense le sujet du droit au silence, de la notification du droit de se taire. Alors, c'est une question qui est posée par le public. Il y a plusieurs questions sur le droit de se taire, notamment est-ce que le droit de se taire et sa notification ne devraient-ils pas trouver leur place dès la phase d'enquête et de contrôle et non pas seulement lors de la phase de sanction, comme le juge, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Donc je vous transmets cette question. Tout à fait, qui fait suite, évidemment le droit au silence est un sujet majeur dans le cadre de la défense des personnes mises en cause. Alors là encore, le pénal et l'AMF, pour le coup, sont très différents malgré tout. Le droit de se taire en pénal, il n'y a pas de sujet. Il est consacré de longue date maintenant dans le Code de procédure pénale et la possibilité de garder le silence doit être ainsi expressément notifiée à toute personne entendue, quel que soit le régime juridique de l'audition. Audition libre, garde à vue, témoin assisté, etc. À défaut, l'audition est frappée de nullité. En revanche, devant l'AMF, comme cela l'a déjà été évoqué tout à l'heure, la jurisprudence considère de manière constante que toute personne peut se prévaloir du droit de se taire. Néanmoins, à la différence du pénal, aucun texte n'impose la notification de ce droit dans le cadre de l'enquête. Donc on a bien le droit, mais il n'est pas notifié. Et comme évoqué, la décision du Conseil constitutionnel en date du 21 mars 2025, en réponse à une QPC, l'a confirmé en refusant de consacrer l'obligation de notifier le droit au silence à une personne faisant justement l'objet d'une visite domiciliaire de l'AMF. Néanmoins, comme on l'a évoqué, quand on est devant la procédure de sanction, donc c'est
une étape ultérieure. Là, comme évoqué par Madame la Présidente, la décision du Conseil constitutionnel, qui est plus récente et qui donc date du 26 septembre 2025, a consacré une pratique que l'on avait déjà effectivement tous vus lors des audiences de la Commission des sanctions, et a considéré que la notification du droit de se taire était obligatoire. Effectivement, pour répondre aux questions de l'audience, je ne peux que me joindre aux questions de sûrement mes éminents confrères, qu'il est très étonnant que le droit de se taire ne soit pas obligatoirement notifié aux personnes entendues dans le cadre d'une enquête. J'avoue que je ne comprends pas. En même temps, c'est très bien pour les avocats, ça nous donne un rôle important puisque nous allons devoir donc rappeler et informer nos clients qu'ils ont droit de garder le silence parce que c'est l'une de leurs défenses. L'avocat devra aussi, dans ce cadre, la défense, conseiller, assister son client sur l'utilisation ou non de ce droit au silence, parce que c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas toujours la meilleure manière de se défendre que de se taire. Et à cet égard, on peut rappeler une vieille décision de la Commission des sanctions qui avait déjà en 2019 considéré qu'elle peut tirer de ce silence toute conséquence utile. Alors, une autre question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est celle de la collecte des preuves numériques et sur lequel on va peut-être pouvoir faire un focus maintenant. La preuve numérique se développe, on parle de messagerie instantanée, d'applications éphémères, de données numériques en tout genre, d'IA, etc. Ces preuves sont essentielles dans la démonstration des manquements ou des délits. Est-ce que vous rencontrez au stade de la collecte des difficultés particulières concernant ces preuves numériques? Alors, on rencontre effectivement des difficultés. Avant cela, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur les recours, parce que souvent, les difficultés, c'est utile de les partager pour comprendre aussi le délai d'enquête. On parle des délais d'enquête qui peuvent paraître longs à la fois aux personnes qui sont sollicitées par l'AMF et qui craignent ensuite une mise en cause, aussi par les personnes qui adressent des signalements ou qui alertent l'AMF et qui souhaitent qu'une enquête soit menée. Et en général, elles souhaitent que l'enquête soit menée rapidement et aboutisse rapidement. C'est vrai que ce qu'on a pu voir avec le sujet des recours sur les visites domiciliaires, c'est que forcément, c'est tout à fait normal que les personnes exercent un recours, mais il faut qu'elles aient conscience aussi qu'ensuite, ça a forcément un impact sur les délais, puisque tant qu'on n'a pas une décision définitive sur les opérations de saisie, on a justement un point d'interrogation sur des preuves, qui peuvent être des preuves fondamentales et clés, et donc qui vont prolonger d'autant le délai d'enquête. Donc pour revenir sur les difficultés, pour être assez bref, j'en citerai de 3 ordres. La première série, c'est des difficultés liées à l'innovation financière et au développement des marchés financiers. L'innovation des financières est toujours très active. On a de plus en plus de dossiers qui concernent des produits dérivés. On a vu aussi le développement des marchés, des différentes plateformes qui permettent la négociation des instruments financiers et forcément de l'ingénierie financière et qui se traduit aussi par de nouveaux types de manipulations. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, des manipulations de cours sur des interproduits ou cross-market, donc en bon français intermarché, où des personnes vont à la fois intervenir sur des varants et sur des sous-jacents comme les actions. Donc ça nécessite une collecte des données très importante, puisqu'il faut collecter les données de différentes plateformes et à la fois des capacités d'analyse, à la fois en termes de volumétrie des données, de compréhension des données. Et c'est pour ça que nous avons une équipe d'enquêteurs quantitatifs au sein de la direction des enquêtes qui ont la compétence pour analyser de façon très fine ces différentes données. La deuxième difficulté, elle est liée à la localisation des informations. Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons un droit de communication qui est très large. On peut s'adresser à toute personne qui peut détenir des informations qui nous semblent nécessaires à l'enquête. La limite, toutefois, c'est que la personne doit résider ou être enregistrée en France. Dès lors que les données vont être situées à l'étranger, il va être nécessaire de faire jouer les mécanismes de coopération internationale. Et donc, nous avons une équipe, une unité de coopération internationale qui va préparer les requêtes d'assistance qui vont être adressées à nos homologues.
Donc aujourd'hui, plus de 90% de nos enquêtes nécessitent de mobiliser la coopération internationale. Ça s'explique à la fois évidemment par l'internationalisation des échanges, la mondialisation, mais aussi parfois, il faut le dire, par des montages ad hoc, offshore, qui sont mis en place par les personnes justement pour rendre plus difficiles les investigations. Donc forcément, la nécessité de coopérer va impliquer des requêtes et donc un temps nécessaire. Et le dernier point que je voulais développer, c'est le sujet du type de données et de volumétrie des données. C'est vrai que les données que nous sommes amenés à collecter en enquête sont en volumétrie exponentielle. Hein, sur 2 ans, entre 2023 et 2024, si on compare, on voit un doublement des données que nous avons collectées. Donc à la fois en volumétrie, mais aussi en typologie de données, puisque nous sommes amenés aujourd'hui à collecter des nouveaux types de données. Bien sûr, on collecte les documents, les emails, mais aujourd'hui, on voit avec les nouveaux modes de travail, on peut avoir des documents stockés sur des solutions de type SharePoint, donc avec des stockages de données qui permettent aussi un travail collaboratif, des Teams. Lorsque nous sommes amenés à extraire des données qui sont dans des téléphones portables, on trouve beaucoup de messages, notamment SMS, mais aussi des messageries instantanées, des messageries cryptées, des messageries éphémères. On trouve aussi beaucoup de vidéos, de photos dans les téléphones. Donc, ça représente une volumétrie très importante. Donc, ça a forcément aussi un impact non seulement sur le temps pour les collecter. Donc la durée des visites a pu se rallonger parce que c'est de plus en plus long de collecter les données, mais aussi d'analyse, c'est-à-dire plus on a de données à analyser, plus ça va prendre du temps aux enquêteurs pour cibler les données pertinentes et justement ne retenir parmi cette masse que les preuves qui vont être pertinentes à charge ou à décharge. Donc ça nécessite aussi parfois des tris qui peuvent être demandés par la défense, par exemple sur le tri avocat-client, et donc de façon très logique, plus la volumétrie est importante, plus la réalisation du tri et la discussion sur le tri va prendre du temps. Et puis, par rapport à ce sujet des données, ce qu'on peut noter aussi, c'est que compte tenu des nouveaux types de données qu'on peut collecter, on travaille aussi à la direction des enquêtes au développement de nouveaux outils pour être plus efficace et plus rapide dans cette analyse des données. Alors, quelles sont, du coup, par parallélisme, côté pénal, les difficultés que vous pouvez rencontrer ? Alors, les difficultés sont largement partagées avec l'AMF. Comme pour l'AMF, la preuve numérique est devenue, c'est un peu une tarte à la crème centrale dans les éléments de preuve recueillis et soumis à l'appréciation du PNF et ensuite des juridictions. Donc il y a des difficultés qui sont à différents stades de la procédure. Tout d'abord dans la collecte. Alors, la collecte, ça ne passe pas forcément par des actes très intrusifs. On peut recueillir par une simple réquisition des téraoctets de données et obtenir énormément d'informations à traiter. Là, la difficulté, ou plutôt la précaution à prendre par le PNF ou le service d'enquête, va être de rappeler que déjà de ne pas utiliser la réquisition pour des données trop sensibles, évidemment, et de rappeler dans la réquisition, c'est toujours mieux de le dire, que le fait de révéler des informations issues d'une enquête pénale, et la réquisition en fait partie, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La personne qui lit la réquisition saura quel est le bon comportement à adopter. Ensuite, il y a les perquisitions. Perquisition, c'est la source numéro 1 de collecte des données numériques pour le PNF. Les difficultés qui peuvent naître à l'occasion de ces opérations sont très largement opérationnelles. Tout d'abord, là aussi, c'est un peu une évidence pour les enquêteurs et pour le parquet, il faut préparer méticuleusement les opérations de perquisition. Quand on va perquisitionner le siège social d'une grande banque ou d'une grande société, évidemment, on ne va pas pouvoir aller visiter tous les bureaux. Il faut faire un travail préparatoire en source ouverte, souvent, pour identifier les lieux les plus pertinents de la perquisition. Avoir également le représentant légal de la société concernée avec nous tout au long des opérations de perquisition est un bon moyen de faire en sorte que les opérations soient le plus efficaces possible. Ensuite, une fois sur place, sur le lieu de la perquisition, et ça, cette problématique, les juges d'instruction la connaissent également par cœur, il faut être capable de s'adapter à la perquisition, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de souplesse pour s'assurer que des données ne sont pas perdues en cours de route par certains acteurs qui s'avèrent être déterminants pour la collecte de la preuve.
Alors, les personnes qui sont présentes sur les lieux, salariés et autres, sont souvent assez impressionnées par le déploiement de forces policières. Ce n'est pas très différent de ce qui peut se passer à l'étranger pour ce même type de dossier. Ce qu'il faut rappeler, et là c'est plus la pratique que des textes, c'est que l'absence de coopération de bonne foi d'une personne qui est concernée, directement impliquée dans une opération de perquisition, est susceptible d'entraîner l'appréhension physique de tout le matériel numérique de la société ou d'un bureau. Donc voilà, c'est évidemment une question de proportionnalité à apprécier, mais si on a, ça n'a jamais été le cas, mais si on devait être confronté à une absence totale de coopération pour des raisons diverses et variées, eh bien on ne s'interdit pas d'aller jusque-là. Il faut également avoir en tête que le refus de communiquer son code de déverrouillage d'un téléphone portable ou de tout matériel numérique peut également constituer une infraction pénale lorsqu'on vous a requis de produire ce code et que cet élément est important pour la recherche de la preuve. C'est également une infraction pénale. Je fais un petit parallèle avec la procédure menée par la direction des enquêtes de l'AMF. L'absence de coopération dans le cadre d'une visite domiciliaire de l'AMF peut aussi constituer un délit d'entrave puni par l'article L642-2 du Code monétaire et financier, puni de 2 ans d'emprisonnement. Je le dis, pourquoi 2 ans d'emprisonnement? C'est le seuil minimal pour passer en comparution immédiate. La casquette répressive du parquet n'est jamais très loin, mais je le dis parce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Même si le PNF n'a pas de compétences pour ce type de délit, pas encore en tout cas, on pourrait envisager des moyens de coercition extrêmement importants dans le cadre d'enquêtes de flagrance. Alors ça, j'ai parlé des réquisitions, j'ai parlé des perquisitions, maintenant le recours à la captation de données, c'est aussi une source d'information. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour des raisons évidentes, parce qu'il y a des notions de sécurité, de confidentialité, mais là aussi, les difficultés, elles naissent en général au stade de la mise en œuvre de la technique d'enquête. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Deuxième série de difficultés, le traitement et la collecte des données. On a les mêmes problèmes que l'AMF, la masse des données. De plus en plus, les services d'enquête, certains sont présents, je les salue, ont recours à des logiciels d'analyse qui aident au traitement de la donnée. Alors c'est bien, ce serait bien que tous les services d'enquête en soient équipés et qu'ils soient formés pour cela. Je le dis, s'il y avait des chefs de service dans la salle, en investissant dans ces logiciels, vous luttez contre la criminalité financière, mais également contre toute forme de criminalité. Ce n'est pas un investissement à perte. Il faut néanmoins, pour que ces outils soient utiles, qu'il y ait des enquêteurs formés qui soient capables de dénicher dans la masse des données la pépite, le message, le mail, la conversation qui va être vraiment décisive pour faire basculer le cours de l'enquête. Et ça, il faut avoir des enquêteurs formés. J'ai relevé qu'un rapport sénatorial a proposé de créer un fonds de concours issu du produit des conventions judiciaires d'intérêt public pour abonder la formation, financer la formation des enquêteurs en matière financière. C'est une proposition que je trouve intéressante. Voilà, je passe rapidement, puisque je ne veux pas abuser de mon temps de parole, sur les difficultés qui peuvent être liées à la présence d'échanges couverts par le secret de la défense. C'est un sujet, je me tourne vers le barreau, c'est un sujet qui, à mon sens, est aujourd'hui largement balisé. Oui. Et on a disons une convergence d'analyse sur les messages susceptibles d'être saisis ou pas saisis. Quand on n'est vraiment pas d'accord, ça se termine devant le juge des libertés et de la détention, et en général, c'est le PNF qui gagne, bien sûr. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la pratique de l'AMF aussi, au regard des difficultés qu'on peut rencontrer lors de nos visites domiciliaires avec des sujets notamment de code de déverrouillage d'un téléphone. C'est vrai que pour les visites domiciliaires de l'AMF, quand on parle de saisie, dans la grande majorité des cas, en réalité, c'est une extraction des données. Donc c'est vrai qu'on ne demande pas l'assentiment de la personne, puisqu'on a un pouvoir de saisir les données, mais en général, ce qui se passe, c'est que, et c'est pour ça que ça peut prendre du temps et que les visites peuvent se poursuivre très tard dans la soirée, voire dans la nuit, on a des outils qui permettent d'extraire les données des téléphones, ce qui permet quand même à la personne, quand on s'en va, d'avoir son téléphone et de continuer à l'utiliser, de même pour les ordinateurs.
En revanche, si on avait des difficultés soit techniques, soit liées à la coopération de la personne qui refuserait de nous donner son code, à ce moment-là, on va saisir le téléphone, saisir les ordinateurs, saisir l'ensemble des éléments qui nous semblent utiles pour pouvoir ensuite les exploiter, nous, techniquement. Alors, je passe maintenant la parole à la défense qui doit avoir des réactions sur tout ce qu'on a entendu. Alors, d'un point de vue, quand on parle de convergence, puisque c'est aussi un peu la thématique, pour nous, du côté de la défense, ça converge. La manière dont on va s'adapter, alors il y a des perquisitions et des demandes de documents plus ou moins importantes, mais pour nous, le contexte est le même. Le vrai sujet, c'est ce que vous avez tous évoqué, c'est les volumes extrêmement conséquents de data qui peuvent être, je vais utiliser le terme générique de saisie. Et souvent aussi, on constate que maintenant, surtout dans des banques, des établissements financiers, les extractions de données sont souvent extrêmement techniques, que ce soit les accès aux fichiers, les applications de filtres de recherche, et puis la méthode de l'AMF est quand même lourde à suivre. Hein, quand il y a beaucoup de documents, elle est très précise et très carrée, ce qui est très protecteur, mais il faut être capable de pouvoir donner l'information. Cette collecte de preuves, elle prend énormément de temps et en fait, on se rend compte que souvent, on n'y arrive pas dans la journée, même quand la nuit est très longue et que vous travaillez tous très tard. Et donc, on se rend compte quand même dans la vraie vie aujourd'hui que de plus en plus souvent, on va avoir recours en réalité à des organismes d'e-discovery, des sociétés qui sont complètement spécialisées, donc des prestataires qui sont spécialisés dans ce type de domaine et qui ont les moyens humains et techniques pour arriver à produire ces données, parce que sinon vous encombrez les services des sociétés qui n'y arrivent pas et vous allongez encore les délais. Effectivement, le sujet habituel, hein, celui que Jean-Christophe évoquait, c'était la supervision de l'exclusion de certaines données. Donc, il y a le premier étant le secret avocat-client, le secret défense, mais ça peut être aussi les données à caractère personnel. Donc, si je veux donner un petit côté pratique, puisque je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, on essaye surtout, nous, d'anticiper ces saisies, de préparer nos clients, parce que, comme vous l'évoquez, c'est souvent très traumatisant, et vous percevez peut-être pas à quel point c'est très traumatisant pour les personnes, que ce soit dans les sociétés quand tous les salariés sont là, ou encore plus quand c'est dans des domiciles privés où on arrive de bon matin avec, j'allais faire un propos très misogyne, où il y a la femme et les enfants, parce que bon, souvent c'est ça, mais ça rend les choses délicates, et donc nous on essaye quand même toujours en amont d'expliquer qu'il faut coopérer, qu'il ne faut pas détruire les données, etc. Ne croyez pas qu'on n'agisse pas en ce sens, mais effectivement en amont on essaye de préparer les gens à leur dire il faut cesser maintenant de mélanger tout le temps le professionnel et le personnel, et dans le professionnel, dès le départ, dans les emails, etc., bien mettre avocat-client, ce qui permet de faire une ségrégation plus simple et ce qui permet accessoirement d'éviter que l'autorité ne lise l'email, même si derrière, il ne l'utilise pas, parce qu'on sait que la prise de connaissance de certains emails peut impacter fondamentalement votre vision d'un dossier. Et ce qui ressort aussi de toutes ces méthodologies d'e-discovery, c'est qu'on utilise nous-mêmes ces saisies, ces filtres, etc., dans la défense pour suggérer fortement à nos clients de faire une enquête interne sur la base de l'ensemble de cette data et déterminer quels sont les risques pour se défendre, mais également, le cas échéant, pour remédier à certains problèmes. Alors, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on ne s'interdira jamais de regarder le contenu d'un mail, évidemment, même s'il y a marqué confidentiel avocat-client. Évidemment, il n'y a que l'autorité judiciaire qui peut prendre connaissance. Et évidemment, si le contenu du mail a trait à la défense du client, bien évidemment, on ne saisira pas. Ouais. Mais il y a une jurisprudence, alors je ne sais pas si c'est une jurisprudence ou un cas d'espèce qui s'est passé au tribunal judiciaire de Paris, où une clé USB avait été marquée d'un post-it avec écrit avocat ne pas regarder. Ouais. Bon, s'il suffisait de faire ça pour protéger ces actes abusifs, ce serait un peu trop facile. Voilà. On est d'accord. Alors, on a passé déjà
pas mal de temps sur cette partie de recueil de preuves. Et du coup, je vous propose maintenant de passer à la deuxième étape, la partie administration de la preuve, et de pouvoir comparer l'administration de la preuve en matière administrative et pénale. Ce qu'on identifie d'ores et déjà, c'est peut-être un des points spécifiques en matière administrative, c'est la méthode du faisceau d'indices pour démontrer les manquements d'initiés en matière administrative. Donc je me tourne d'abord vers vous, Marie-Annick, sur l'évolution peut-être que vous observez dans le recours à cette méthode, et voilà, peut-être des observations générales sur voilà, cette partie administration de la preuve des abus de marché. Alors pour les manquements d'initiés, parce que c'est principalement de cela dont on parle, c'est vrai que idéalement on préférerait trouver des preuves directes d'une transmission d'informations. Alors ça nous arrive de temps en temps d'avoir un email ou un SMS qui permet d'identifier formellement une preuve directe de transmission. Il faut avouer que c'est assez rare, notamment du fait de la matière dont nous traitons, qui est la transmission d'informations, c'est immatériel, donc c'est assez rare. Donc c'est pour ça que s'est développée une jurisprudence qui remonte à un certain temps maintenant, qui est assez ancienne, de la commission des sanctions, qui a été validée par la Cour d'appel de Paris, sauf erreur, dès 2007, sur la méthode donc, dite du faisceau d'indices graves, précis et concordants. Donc si je résume très rapidement et très sommairement, on peut retenir 4 critères ou 4 conditions pour démontrer, en l'absence de preuves directes, une transmission ou une utilisation d'informations privilégiées. Tout d'abord, c'est l'existence d'un circuit plausible de transmission. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le caractère opportun des opérations, c'est-à-dire le fait qu'elles ont été réalisées à un moment opportun, souvent après la naissance d'une information, enfin toujours après la naissance d'une information privilégiée, mais avant une annonce susceptible d'avoir un impact sur le cours. On regarde aussi le type d'investissement, on essaye de voir s'il y a un caractère atypique de cet investissement par rapport aux investissements qui ont été faits par le passé par la personne, le type d'action, le type de secteur, le type de montant, la façon dont elle passe les ordres. L'atypie elle-même, elle revêt plusieurs critères. Et enfin, l'absence d'explication crédible qui pourrait expliquer l'opération, de sorte que seule la détention de l'information privilégiée permet d'expliquer les opérations suspectes. Donc, par rapport aux évolutions qu'on a pu observer, alors côté direction des enquêtes et dans la façon dont on a compris certaines décisions de la commission des sanctions, c'est vrai que ces 2 dernières années, on s'est interrogé sur une évolution sur l'appréciation de ces indices. Donc, je pense notamment à 2 décisions, l'une du 15 mai 2024 et l'autre du 13 mars 2025. Donc, dans ces 2 décisions, il y a eu 2 décisions de mise hors de cause des personnes qui avaient été renvoyées devant la commission des sanctions, parfois au bénéfice du doute. Donc si je prends le seul critère du circuit plausible, parce qu'on a un temps contraint, ce qu'on a pu constater, c'est une appréciation peut-être plus stricte de ce circuit plausible par la commission des sanctions. Par exemple, dans la durée de la relation. C'est vrai que nous, en phase d'enquête, on essaye de mettre en évidence quand on a une suspicion entre un potentiel transmetteur et un potentiel utilisateur d'informations privilégiées. On met en avant la relation qui permettrait d'expliquer cette transmission. Ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations amicales. Et dans ces décisions, une relation amicale avait été relativisée parce qu'elle était de 8 mois seulement. Le second point, c'est, pour reboucler aussi avec le sujet de la preuve, les éléments que nous parvenons à collecter au cours de l'enquête et que nous versons au dossier. Et la question de est-ce que ces éléments sont contemporains avec la transmission, la période présumée de transmission de l'information privilégiée. Il nous arrive d'avoir un certain nombre d'échanges qui montrent que les personnes échangent très souvent entre elles, mais pour des raisons parfois techniques, parfois peut-être que ces échanges n'existent pas, parfois simplement nous n'avons pas réussi à les collecter. Nous n'avons pas forcément un contact ou un échange identifié vraiment au moment où l'ordre a été passé. Et donc, dans une des décisions, on avait identifié en phase d'enquête un contact la veille de l'investissement,
mais la commission des sanctions a pu le relativiser en notant qu'il était isolé, ce qui était finalement en ligne avec le côté irrégulier des communications qui avaient été mises en avant, en lumière, entre les deux personnes mises en cause. Le dernier sujet sur ce sujet du circuit plausible, c'est les circonstances de la transmission de l'information privilégiée. Ce qui a pu être noté par la commission des sanctions, c'est que dans le cas où il était indiqué par la poursuite que la transmission aurait pu se faire dans un lieu public, cette circonstance a été jugée peu probable. Alors, c'est tout un ensemble de faits et d'espèces, évidemment, mais qui a été jugée peu probable par la commission des sanctions, ou si la transmission était présumée dans un lieu privé, cette fois-ci, il a été jugé peu probable qu'elle se fasse en présence d'autres personnes. Donc, si on met bout à bout ces différents éléments sur le circuit plausible, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une appréciation peut-être plus stricte, notamment donc, du circuit plausible par la commission des sanctions. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il s'agit de décisions d'espèce, qu'en aucun cas il y a eu de remise en cause de la méthodologie du faisceau d'indices par la commission des sanctions. Et on peut relever au contraire que dans la dernière décision qui a été rendue par la commission des sanctions sur un sujet d'initié avec la méthode du faisceau d'indices, donc c'est la décision du 9 juillet 2025, dans un paragraphe chapeau, la commission des sanctions a bien rappelé le principe de la méthode du faisceau d'indices en disant que la transmission et l'utilisation d'une information privilégiée se prouve par tout moyen, notamment par un faisceau d'indices grave, précis et concordant, duquel il résulte que seule la détention de l'information privilégiée permet d'expliquer les opérations. Il était aussi précisé, c'était déjà mentionné dans des jurisprudences auparavant, que la poursuite n'a pas l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue à la personne qui l'a utilisée, transmise ou recommandée. Donc, c'est vrai qu'il y a cette interrogation, et cette interrogation sur les différents éléments qui doivent être obtenus, finalement, je dirais, dans le rapport d'enquête pour permettre une poursuite. Cette interrogation est soulevée au regard des différentes difficultés qu'on a mises en lumière tout à l'heure sur la difficulté de collecter la preuve, et notamment la preuve numérique avec ce qu'on a évoqué, les messageries cryptées, les messageries instantanées, éphémères, etc. Vous répondez donc à une question qui était posée sur l'impact des messageries cryptées type WhatsApp sur votre action à l'AMF et au PNF. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer aussi sur l'impact de ces messageries dans l'administration de la preuve. Donc je me tourne maintenant vers vous pour avoir votre réaction à ces propos, et puis savoir aussi si vous utilisez cette méthode du faisceau d'indices en matière pénale. Alors, on a beaucoup moins de jurisprudence, clairement, au pénal que dans le cadre des décisions de la commission des sanctions. Et la position du PNF, en toute hypothèse, sera d'aller dans le sens d'un alignement des critères de poursuite et de l'analyse avec ceux de la commission des sanctions. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que on considère que c'est l'esprit du règlement MAR. C'est aussi un facteur de prévisibilité pour les acteurs, de savoir qu'ils vont être confrontés à la même méthodologie s'ils sont face au régulateur ou face à l'autorité judiciaire. Alors, de manière générale, au-delà de la question des manquements d'initiés, il faut quand même rappeler que la preuve pénale peut résulter d'un faisceau d'indices. En matière de délit d'initié autre que primaire, comme vous l'avez dit, en l'absence de preuve directe, c'est le faisceau d'indices qui va être utilisé. C'est le même raisonnement qui prévaut au pénal. Alors, ça crée une présomption, pas une présomption irréfragable, une présomption du fait de l'homme qui peut être renversée par la présentation d'une explication alternative crédible à l'opération visée. Cette grille d'analyse, elle a été confortée récemment au pénal par un arrêt du 30 mars 2022 rendu par la Chambre criminelle. Et je lis la motivation de cet arrêt. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait conclu sur la base d'éléments précis, graves et concordants, fondés sur la chronologie des investissements, leur rapidité, le volume significatif des achats, son impact sur le cours d'un titre peu liquide, les justifications peu convaincantes des opérations sur un titre sur lequel il n'avait jamais investi, que seule une information privilégiée
quand bien même son origine ne pouvait être déterminée, était de nature à expliquer les achats des titres en cause, qui, je cite encore la Cour d'appel, ne saurait être le fruit du hasard ou de ses seules compétences. Et donc, contrairement à ce qu'indiquait le requérant dans l'un des moyens soulevés, les juridictions du fond ne sont pas tenues de caractériser l'existence d'un circuit probable ou plausible de communication de l'information. Ça, c'est un point important. Ce moyen a été rejeté. Alors, il n'y a pas une situation distincte en matière de délit d'initié d'autres pans du droit pénal. Ce type de présomption existe dans d'autres domaines. Je rappelle que le législateur a instauré une présomption d'illicéité des opérations en matière de blanchiment d'argent. C'est l'article 324-1-1 du Code pénal, et c'est un peu le même mécanisme, sauf que là, il est d'origine légale. Une présomption tirée du caractère anormal d'opération qui peut être renversée par la personne mise en cause. Alors, ça a deux conséquences, à mon sens, importantes sur la procédure, puisqu'il y a la possibilité de renverser cette présomption. Première conséquence, eh bien, à mon sens, les services d'enquête et le parquet national financier ou les juges d'instruction sont invités à séquencer leurs auditions, c'est-à-dire à organiser plusieurs moments d'audition pour pouvoir recueillir les explications des mises en cause. Et deuxième conséquence procédurale, ça invite aussi largement à ouvrir le contradictoire sur une plage temporelle plus importante que ce que fait le PNF habituellement dans ses enquêtes préliminaires. On laisse en général, à l'issue d'une enquête préliminaire, le PNF permet à la défense d'accéder au dossier et de faire des observations, des demandes d'actes, des compléments. À mon sens, dans ce type de situation, il faut ouvrir une plage temporelle plus grande pour pouvoir, en fait, pour éviter qu'on ait à faire ce débat et cette argumentation à l'audience. Parce que si on se retrouve à avoir des explications tout à fait pertinentes sur une opération d'initié à l'audience, ben, tout le monde aura perdu son temps. Il vaut mieux que ce débat-là ait lieu le plus en amont possible. Et du coup, une fois encore, on a hâte d'avoir l'avis de la défense. Voilà, savoir si vous avez les mêmes stratégies quand vous défendez des clients poursuivis devant la commission des sanctions à l'AMF ou devant le juge pénal. S'il y a des points de convergence ou de divergence. Effectivement, on a quand même le sentiment d'une certaine convergence ou d'alignement, comme l'évoquait Jean-Christophe. En tout cas, dans notre méthode pour contester le faisceau d'indices. Je mets à part, évidemment, toutes les méthodes pour obtenir des pièces qui sont de la pure procédure. Mais sur le fond, effectivement, ce sera la même méthode pour contester le faisceau d'indices. Et évidemment, les mises en cause devront être capables de produire des éléments de preuve contraires sous forme de contre-indices. À mon sens, cet exercice est quand même parfois extrêmement complexe et encore plus complexe, je dirais, selon qu'on soit sur l'utilisation ou la transmission d'informations privilégiées. Donc, je vais distinguer les deux cas. Quand on est dans le cas de l'utilisation de l'information privilégiée, la défense devra évidemment reprendre un à un les indices avancés justifiant du caractère atypique des opérations pour démontrer que l'investissement litigieux est conforme donc aux habitudes d'investissement de la personne ou du moins qu'il n'y déroge pas. Donc là, on va faire vraiment du cas par cas, même si ça peut être compliqué, on est supposé, le mis en cause est supposé avoir une réponse. La défense devra en outre être capable d'expliquer les investissements en cause autrement que par la détention de l'information privilégiée. Et là, cette défense, elle sera évidemment propre aussi à chaque investisseur. Sur ce point, la plupart des personnes mises en cause justifient leurs investissements s'appuyant sur les éléments suivants: l'évolution récente du cours du titre, le contexte de marché, la connaissance du secteur, enfin vous connaissez tout ça par cœur, mais surtout sur les informations publiques comme les communiqués de presse ou évidemment les recommandations d'achat avec un objectif de cours. Donc là, la défense, elle va véritablement procéder à une contre-enquête pour apporter, face aux éléments que vous allez mettre tous en avant, les explications nécessaires à chaque indice. Donc là, on voit bien la logique et la démarche similaire. En revanche, c'est beaucoup plus complexe pour la transmission de l'information privilégiée. On est évidemment dans ce cas confronté à deux difficultés. La transmission, elle est souvent déduite du même faisceau d'indices que celui de la personne à qui il est reproché d'avoir utilisé l'information privilégiée.
Il est donc très difficile pour la personne qui aurait transmis l'information privilégiée d'apporter ces contre-indices, parce qu'on ne peut pas répondre pour l'autre personne. Deuxième difficulté, contester la transmission d'une information privilégiée revient en réalité à devoir apporter une preuve négative, très difficile à démontrer en pratique. Puisque par définition là, on n'a pas un élément matériel tangible pour répondre. Dès lors, vous comprenez que pour la défense, il va être difficile de démontrer qu'une information n'a pas été transmise. Donc la stratégie de défense consistera dans ce cas-là à avancer divers types d'arguments qui vont évidemment être également au cas par cas, que le mis en cause n'avait aucun intérêt personnel à le faire, aucun intérêt professionnel, aucun intérêt financier à transmettre cette information, que c'est un risque réputationnel, que souvent dans les sociétés cotées, la personne a mis une vigilance particulière dans la protection de la confidentialité. Bref, c'est des raisonnements logiques à contrario complètement, mais évidemment sans preuve tangible à l'inverse. Mais aussi, et peut-être surtout, la personne mise en cause va devoir justifier de l'existence d'un autre circuit plausible alternatif de transmission de l'information privilégiée. Donc c'est quand même un exercice extrêmement délicat. Cela étant, du côté de la défense, on a noté une évolution récente certaine et on a commencé à voir, sans remettre, comme vous l'évoquez, en cause le faisceau d'indices, une évolution positive avec des décisions récentes où il y a eu des mises hors de cause par la commission des sanctions sur ce faisceau d'indices. Et on citera la décision du 31 janvier 2024 mettant hors de cause plus d'une dizaine de personnes d'Espagne. On m'a demandé de ne pas donner les noms des décisions. Et également une décision du 16 mai 2024 où on a un dirigeant qui aurait transmis une information privilégiée à 2 personnes distinctes, dont une a été mise hors de cause et l'autre a été condamnée. Et dans les 2 cas, on avait un faisceau d'indices. Alors, il nous reste à peine 10 minutes pour parler peut-être des perspectives dans l'administration de la preuve. En préparant cette table ronde, Maître Goldberg-Darmon, vous avez évoqué la loi récente de juin 2025 sur le narcotrafic qui étend le régime des repentis aux abus de marché en matière pénale. Donc c'est une perspective intéressante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous exposer ces contours, voilà, en tenant compte du temps de parole qui nous reste? Ça brièvement sous contrôle, bien sûr, de l'autorité qui est à côté de moi. Mais donc, effectivement, c'est un sujet extrêmement important en matière de droit de la défense qui, évidemment, va probablement avoir un impact majeur sur le déroulé de vos enquêtes et des stratégies, j'ai envie de dire, de part et d'autre, de la poursuite et de la défense. Donc, effectivement, la loi du 13 juin 2025 est venue étendre le dispositif du repentir aux abus de marché en mettant en place un mécanisme de dénonciation des abus de marché fondé sur une logique incitative, ce qui est un processus qu'on connaît déjà dans d'autres domaines du droit comme les CGIP ou les procédures de clémence en droit de la concurrence. 2 hypothèses sont prévues par le nouveau texte. D'une part, le cas de la personne qui a tenté de commettre un abus de marché. En ce cas, cette personne sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'abus. Deuxième cas, le cas de la personne qui a effectivement commis un abus de marché. Et en ces cas, cette personne pourra voir sa peine réduite des 2/3 si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'abus, a évité un dommage ou permis d'identifier d'autres auteurs ou complices. Donc c'est vraiment une petite révolution. Néanmoins, je vous rassure, il convient néanmoins de préciser qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement d'une dénonciation du repenti. D'autres éléments de preuve devront être apportés par l'autorité de poursuite qui pourra d'ailleurs s'appuyer sur le faisceau d'indices. En pratique, il y a quand même une limite importante à ce dispositif, c'est qu'il n'est applicable que lorsque l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier
et donc il ne concerne pas en réalité le volet administratif, donc le volet AMF des abus de marché. Néanmoins, comme l'ont évoqué Madame la Présidente et Marie-Annick, il y a une récente proposition de loi le 16 septembre 2025 visant à lutter contre la fraude financière, où un article 7 qui n'a pas été mentionné introduit un dispositif potentiel de clémence. Donc aujourd'hui, je vais laisser l'autorité évoquer le sujet, mais cette proposition prévoit dans ce cas une exemption totale ou une réduction de sanctions qui pourra être accordée par la commission des sanctions aux personnes qui ont commis un abus de marché lorsque celles-ci apportent des éléments d'information dont l'AMF ne disposait pas antérieurement et qui contribueraient à identifier des personnes impliquées ou à établir la réalité de manquements susceptibles d'être sanctionnés. Donc on a là potentiellement, on espère bientôt, parce que je pense que ça vous sera utile et qu'on aura une meilleure coopération encore entre l'AMF et le PNL. On ne sait pas quel gouvernement et quel parlement sera susceptible d'adopter cette loi, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près, parce qu'il y a évidemment énormément de questions pratiques qui se posent dans l'articulation de ces droits. Parce qu'effectivement, si on coopère du côté pénal, mais qu'en fait, après l'aiguillage, on est sanctionné du côté AMF et que donc on ne bénéficie pas du repentir, on va avoir des difficultés. Donc je pense que ça va être un nouveau boulevard de coopération entre l'AMF et le PNF. Donc, Jean-Christophe Michard, est-ce que vous avez des réactions? J'en profite aussi pour poser une question du public, notamment sur les perspectives. Est-il envisagé de requérir plus de peines de prison ferme pour les abus de marché les plus graves? Donc voilà, je vous laisse réagir et peut-être répondre à cette question. La logique serait que oui, puisque c'est la sanction la plus importante pour les infractions les plus graves. Donc la logique serait tout à fait oui. Alors, je vais répondre avec le temps qui m'est imparti très rapidement. Donc, le repentir et de manière plus générale, l'idée d'encourager des personnes parties prenantes à la procédure pénale à coopérer avec les autorités, c'est pas quelque chose de nouveau en réalité. C'est quelque chose qui irradie notre procédure depuis très longtemps. La CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est aujourd'hui accessible presque à tous les moments de la procédure, y compris devant la Cour d'appel à l'initiative du parquet général. La convention judiciaire d'intérêt public, on l'a dit, s'est développée depuis la loi Sapin 2, avec un point intéressant dans les lignes directrices du PNF, le fait que la personne morale vienne s'auto-dénoncer, et ce qu'on constate de plus en plus souvent devant le PNF, viennent s'auto-dénoncer de fait, c'est le critère pris en compte pour le calcul de l'amende d'intérêt public, pour la part afflictive de l'amende. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est le critère le plus important qui permet de réduire jusqu'à 50% la part afflictive de l'amende. À mon sens, malgré ces dispositifs nouveaux et malgré la loi que vous évoquiez de juin dernier sur la criminalité organisée, on reste encore au milieu du gué. Pour quelle raison? Parce qu'il faut se mettre tout simplement dans la place d'un délinquant. Voilà, parlons trivialement et clairement. Pour avoir intérêt à s'auto-dénoncer, voire à incriminer ses petits copains, il faut qu'il y ait un intérêt très clair à coopérer. Et quel va être cet intérêt clair pour le délinquant, qu'il soit en col blanc en l'occurrence, et bien ça va être d'avoir une certaine prévisibilité de la sanction, d'avoir une forme, entre guillemets, c'est un mot qui est parfois mal perçu, mais je le dis, une forme de contractualisation avec l'autorité poursuivante de la sanction. Aujourd'hui, les textes ne le permettent pas, très clairement. On peut discuter avec le parquet national financier d'une CJIP, d'une CRPC, mais cela reste soumis à la validation du juge. Donc pour être très synthétique, aujourd'hui, et un peu trivial, aujourd'hui le bâton il est très clair, le bâton réputationnel, sanction. Peut-être que ce bâton de l'emprisonnement n'intervient pas assez souvent, d'après certaines questions qui nous sont envoyées. Sur la carotte de la coopération, elle est un peu moins claire.
et il faudrait peut-être que des réformes législatives interviennent en ce sens. Sur la procédure clémence, et je suis sûr que l'AMF a un avis sur la question, on peut effectivement s'inspirer de ce qui existe, ce qui a été mis en œuvre devant l'autorité de la concurrence. Le point important, à mon avis, c'est que l'autorité judiciaire reste toujours associée à tous les stades sur le choix de cette procédure qui peut aboutir à l'extinction de l'action publique. Donc c'est important que l'autorité judiciaire, évidemment, ne soit pas exclue de ces échanges. Réaction. Pour rebondir effectivement sur cette proposition de loi, alors elle est très riche, je ne vais pas tout commenter. Sur le sujet de la clémence, effectivement, pour le coup, ce serait quelque chose de tout à fait nouveau pour l'AMF. Donc on va être dans une phase d'exploration si cet outil nous est donné. Évidemment, ne serait-ce que parce qu'il y a un aiguillage possible, ça devra se faire en étroite coopération avec le PNF, mais nous avons l'habitude de coopérer, donc on saura faire. Cela dit, le concept de coopération n'est pas totalement non plus inconnu à l'AMF, puisque je l'indiquais tout à l'heure sur le volet négatif, c'est-à-dire s'il y a une mauvaise coopération, on doit le mentionner dans le rapport, mais je tiens à préciser aussi que s'il y a une bonne coopération, nous le mentionnons aussi dans le rapport, et que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça fera nécessairement partie dans l'appréciation du collège et de la poursuite du quantum de sanctions qui pourra être demandé devant lors de la séance de la commission des sanctions. Mais effectivement, la clémence sera nouvelle et donc il faudra qu'on réfléchisse ensemble avec un dispositif pratique qui nous permette de bien s'articuler avec les autorités judiciaires. Sur les deux autres éléments que je souhaitais aborder sur cette proposition de loi qui nous semble très intéressant et qui serait vraiment utile pour renforcer l'efficacité répressive, c'est d'une part, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les nouveaux types de données, notamment en matière de manipulation de cours ou de diffusion d'informations trompeuses. On a des nouveaux modes de communication des informations, notamment via les réseaux sociaux. On l'a vu encore récemment avec un communiqué de presse qui avait été publié par l'AMF. Et donc la possibilité d'avoir recours au web scrapping, c'est-à-dire la possibilité de collecter de façon automatisée des données sur les réseaux sociaux avec une identité d'emprunt pour les enquêteurs de l'AMF serait évidemment très utile dans ce type de faits et d'investigations pour nous permettre d'aller plus vite et d'aller chercher des preuves utiles. Et le deuxième également, et donc là c'est pour conclure aussi sur notre sujet de l'articulation entre l'AMF et le PNF et la coopération, c'est la possibilité qui serait prévue que les juges d'instruction et les parquets, le PNF, puissent saisir les enquêteurs de l'AMF, co-saisir avec un service d'enquête judiciaire pour que les enquêteurs de l'AMF puissent être encore plus présents dans les investigations menées par les autorités judiciaires et puissent apporter leur expertise des marchés financiers et des infractions boursières. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, on espère que cette proposition de loi sera discutée prochainement et permettra d'aboutir à des nouveaux pouvoirs. Il me reste à vous remercier tous les trois. Merci infiniment pour votre participation.